Bon, eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci à vous d'être venus aujourd'hui pour parler d'éthique, qui est un sujet assez abstrait. On va en parler sur les occasions qui nous poussent à discuter de sujets éthiques, justement, et de nos capacités à le faire, c'est-à-dire du temps, des financements aussi. Cet atelier est enregistré, donc si jamais vous prenez la parole, veuillez nous le dire à la fin pour qu'on puisse savoir que c'est vous qui avez pris la parole, pour ne pas vous anonymiser, sinon par défaut, tout sera anonymisé. Cet atelier est reconnu comme formation à l'éthique par le Collège doctoral de Bretagne. Merci à eux pour leur reconnaissance et leur soutien financier, ainsi que la FSDIE. Merci à l'INRIA de nous accueillir dans leurs locaux. Aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer Inka Blanchard et Bernard Friot, qui vont justement un peu naviguer dans ces concepts éthiques au quotidien et à travers les occasions et les capacités. Cet atelier est en 2 temps, donc un temps de conférence, 1h30 à peu près, puis une petite pause pour se rafraîchir et puis un temps au débat. Donc vos questions, malheureusement, on ne pourra pas les prendre le temps de la conférence, mais ce sera le temps du débat. Ce sera un débat ouvert dans lequel vous pourrez émettre des remarques, des questions, etc. Peut-être commencer par ces quelques mots. En tant qu'humanité, nous avons une responsabilité d'un rapport réflexif vis-à-vis de nous-mêmes, les êtres humains, et du reste du vivant. Concernant le dérèglement climatique, les activités humaines ont été identifiées comme la cause principale de ce dérèglement. En même temps, les sciences sociales nous éclairent sur les mécanismes qui génèrent des inégalités, en fonction de l'organisation de la société, des politiques sociales et économiques, et des conséquences du dérèglement climatique lui-même. En ce qui concerne le monde de l'ESR, et par ESR, nous entendons un terme qui englobe toutes les personnes qui gravitent autour de la recherche et de l'enseignement, c'est-à-dire les ingénieurs, les techniciens, les bibliothécaires, les assistants et assistantes des équipes, et le monde de l'enseignement, c'est-à-dire les stagiaires aussi, les profs, les étudiants. Ce rapport réflexif vis-à-vis des êtres humains et de nous-mêmes et de la nature est une construction permanente, scientifique, permise par les travaux de recherche et d'enseignement et de ceux qui les accompagnent au quotidien. De là découle que ce rapport réflexif est bien une responsabilité partagée, parfois graduée par les capacités à ce rapport. Et nous l'aborderons tout à l'heure. Cette responsabilité, nous ne saurions nous en défaire à l'endroit de seuls experts qu'il s'agirait de définir. C'est-à-dire des gens dont on estimerait que c'est à eux de penser l'éthique et pas à nous dans notre travail au quotidien. D'ailleurs, en parlant d'expertise, se pose la question finalement de la science et du travail scientifique, et donc de sa définition. Une définition du travail scientifique pourrait s'appuyer sur l'indissociabilité de l'éthique de la recherche, de l'intégrité scientifique et de la responsabilité sociale des sciences. Je ne sors pas ça de nulle part, en fait c'est le titre de l'article de Léo Koutelek paru dans le 13e volume de Revue d'anthropologie des connaissances 2019. Il y est suggéré une prise en compte de l'implication de nos travaux de recherche pour mettre en rapport à l'application de nos travaux de recherche. Puisque souvent on se dit si c'est pas appliqué, ça ne me concerne pas. Léo Koutelek dit « Là où la logique de l'application établit une distinction claire entre les sciences neutres et désintéressées d'un côté et des sciences appliquées et finalisées de l'autre, la logique de l'implication cherche à mettre en lumière l'idée que toutes les sciences sont inscrites dans un contexte particulier qu'il convient d'étudier et qu'elles sont toutes animées par des fins particulières qu'il convient d'identifier. » On a presque là une définition d'une forme de méthodologie scientifique, où on mêle intégrité scientifique, c'est-à-dire presque des normes, et l'éthique, qui est un sujet assez abstrait, au travers de la responsabilité sociale des sciences. D'ailleurs, le dernier avis du comité d'éthique du CNRS, le COMET, en décembre 2022, nous indique d'ailleurs que s'est vu ces dernières années se multiplier les collectifs de chercheurs, chercheuses et personnels de recherche invitant la communauté scientifique à repenser en profondeur non seulement ses pratiques, mais aussi ses finalités et ses valeurs. Dans finalité et valeurs, on a une notion morale et qui s'applique à l'éthique. Car en menant des activités, je cite encore, ou en développant des innovations, la recherche peut engendrer des impacts néfastes pour l'environnement qu'il est nécessaire de réduire. Mais comment articuler cette nécessité avec l'injonction a priori d'excellence dans la recherche au niveau mondial et avec la vocation de cette activité à apporter potentiellement des solutions pour répondre aux défis environnementaux actuels et futurs, environnementaux et sociaux également. Et fait mention ici de l'objet d'excellence. Cet objet, c'est un jugement qui est inhérent à la définition du travail scientifique. On ne peut pas dire du travail scientifique qu'il est excellent si on n'a pas défini au préalable. Pourtant, ce terme d'excellence, il ne résonne pas vraiment avec ce que j'ai pu dire jusque-là, assez poétiquement sur l'éthique et le travail scientifique. En fait, il gravite plutôt autour d'une idée du productivisme scientifique, de compétition généralisée, publier ou périr, par exemple, et il nous ramène au travail scientifique de plus en plus comme une extériorité.
Cette extériorité, elle s'illustre par les finalités que certains projets de recherche nous imposent. Et ces projets ne sont pas des à côté car ils structurent mécaniquement notre travail en façonnant en même temps sa définition. En ce début d'année 2023, je voudrais prendre l'exemple de 65 millions d'euros qui sont mis sur la table. Alors, c'est pas grand-chose au vu du budget de l'État, hein, mais tout de même, qui sont mis sur la table au profit d'un PEPR. PEPR, c'est pour Programme et Équipement Prioritaire de Recherche. Le PEPR, agroécologie et numérique. Peut-être que le « et » a une importance. La page officielle sur le site INRIA le résume en 4 points. Les voici. Premier point, l'accompagnement des changements des pratiques en étudiant la place et le rôle des technologies, leur impact et les politiques publiques. Jusque-là, on est en raccord avec ce qu'a pu raconter la vie du comète, c'est-à-dire les scientifiques ont aussi un rôle de sentinelle. C'est assez consensuel comme premier point. Puis on arrive à un rétrécissement du champ lexical. La caractérisation des ressources génétiques animales et végétales afin d'évaluer leur potentiel en faveur de l'agroécologie et favoriser leur développement. Puis ça se corse un petit peu. Le développement de nouvelles générations d'agroéquipements grâce aux technologies numériques et à la robotisation. Elles assisteront les agriculteurs dans leur travail et permettront par exemple d'améliorer la santé des animaux et leur bien-être grâce à des bâtiments d'élevage connectés ou de réduire l'usage de produits phytosanitaires par une agriculture de précision. Le développement des outils numériques d'aide à la décision, en particulier d'intelligence artificielle pour la collecte et l'analyse des données en agriculture, au service de pratiques agricoles plus efficaces. Ce PEPR, il est copiloté par les 2 instances ministérielles, et l'INRIA et l'INRAE. Et il porte un nom bien surprenant, et des points qui sont évoqués, qui sont mis en avant pour présenter ce PEPR sont assez surprenants, car la littérature scientifique nous met en garde sur la confusion possible entre agriculture de précision et agroécologie. En réalité, ce PEPR, il s'illustre parfaitement dans la stratégie des projets NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Ces projets sont aujourd'hui au profit de la croissance verte. La croissance verte, c'est un moyen pour le capitalisme de se transformer vis-à-vis des critiques qu'on a pu lui opposer jusqu'alors sur son productivisme et sur sa prédation contre la nature et les êtres humains. En fait, Ellen Torgman, dans son ouvrage paru en 2021 aux éditions La Découverte, La croissance verte contre la nature, nous met en garde sur ce qui pourrait sembler être du business as usual. Il ne s'agit pas de trouver une solution au dérèglement climatique et à la perte de biodiversité, en partie liée à nos modes d'agriculture intensive et à la monoculture en particulier, pas que. Mais il s'agit de procéder à de nouvelles formes d'enclosure au travers de dépôts de brevets, car la nature n'a pas de propriétaire. Par contre, des substituts artificiels, eux, si. Non seulement la courte description de ce PEPR soulève déjà des questionnements éthiques à l'endroit de notre rapport à la nature, mais il en soulève aussi à l'endroit des êtres humains, et plus particulièrement des agriculteurs. Donc à l'endroit de la nature, on parle de ressources génétiques, et ce qui n'est pas dit là, mais ce qui est sous-entendu au travers de la croissance verte et des politiques économiques futures et qui sont déjà mises en place, on parle de services écosystémiques. La nature est à notre service. Et à l'endroit des agriculteurs, on a de l'aide à la décision. Ces projets fléchés aux finalités postulées verrouillent notre capacité à, je cite, quitter ou éviter des recherches dont les résultats pourraient avoir des impacts négatifs et nous verrouillent à réorienter les recherches. Ça, c'est le comète qui le dit aussi. Mais il ne touche pas simplement le travail scientifique, il touche aussi le travail des agriculteurs et du monde paysan. Ainsi se posent les questions suivantes que nous allons un petit peu aborder dans cet atelier, parce que le sujet est très vaste. Il est interdisciplinaire et transdisciplinaire. Quelle responsabilité éthique et quelles en sont les occasions qui nous y poussent concernant le monde de l'ESR? Quelles capacités et libertés académiques avons-nous par rapport aux projets fléchés et finalités inertes? Et Ambre, je te laisse présenter Enka Blanchard, notre première intervenante. Merci. Merci Victor. Du coup, dans la recherche en informatique et en numérique, les questions sont présentes évidemment en ce qui concerne, comme vient d'expliquer Victor, tout ce qui est agriculture de précision et ce qu'on appelle abusivement agroécologie. Mais d'autres champs nombreux sont aussi touchés par ces questions d'éthique et ce rapport de la recherche scientifique avec la société. On peut par exemple penser à la médecine numérique et de précision qui sert de palliation technologique à une pénurie de médecins et à une crise des infrastructures de santé publique. En intelligence artificielle, quiconque a travaillé dans ce domaine-là sait à quel point ce champ est dirigé par les intérêts industriels des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.
Ce qui pose des immenses soucis de responsabilité environnementale, écologique, mais aussi des soucis éthiques. Quand on voit qu'on peut dépenser des millions d'euros et des millions et énormément de puissance électrique pour des modèles des modèles de langage typiquement, dont l'utilité est discutable. Ou aussi on peut parler de la cryptographie ou avec l'exemple de la blockchain qui est le lieu de beaucoup de fantasmes, on va dire. Du coup, le problème est double. Tout d'abord, il se pose la question de la place de la critique des technologies dans la recherche en numérique, que ce soit des critiques éthiques, que ce soit des critiques pour remettre au point des mécompréhensions venant d'autres chercheurs, d'autres spécialistes qui ne sont pas au point d'un point de vue technique, on va dire. Mais aussi, c'est très important, le poids de ces critiques dans le débat public et sur la société. Parce c'est bien de critiquer, mais si nos critiques ne sont pas entendues, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, l'autre problème, ce sont les politiques productivistes de la recherche qui font que progressivement, les financements durables disparaissent au profit de financements par projet, ce qui, comme quiconque qui a déjà tenté de faire un projet ANR typiquement, ça prend beaucoup de temps. C'est des financements fléchés, il y a une mise en concurrence des chercheurs, et ces fléchages de financement ont clairement des intérêts économiques avant éthiques et scientifiques, et il y a une grande incitation à tout ce qui est partenariat public-privé, transfert technologique, etc. En ce qui concerne l'évaluation de la recherche, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une triple évaluation. Il y a l'évaluation par les pairs, évidemment, qui se fait pendant le processus de publication, mais de manière globale pendant tout le long de notre travail de recherche. Il y a aussi les autorités de financement qui ont un travail d'évaluation en amont du travail, qui nous demandent de presque savoir à l'avance ce qu'on va publier lorsqu'on fait une demande de projet, ce qui pose quand même des soucis par rapport à juste la conduite de la science. On peut difficilement savoir ce qu'on va trouver avant de chercher. Et les autorités d'évaluation, telles que l'HERS en France, qui, elles, font une évaluation en aval et qui peuvent aussi aider à financer les labos en fonction de la façon dont des brevets déposés, des statistiques de publication, etc. Donc, Enka Blanchard, nous t'invitons aujourd'hui car tu as pu traiter de ces deux questions, que ce soit la critique technologique ou les politiques productivistes de recherche, dans ton travail. Pour te présenter, donc tu te présentes toi-même comme chercheuse transdisciplinaire. Tu as une formation d'origine en mathématiques et en informatique à l'ENS d'Ulm, si je ne m'abuse. Tu as fait une thèse en informatique que tu as soutenue en 2019. Donc, le thème de cette thèse, c'était le rapport entre humain et système de sécurité, que ce soit avec deux champs d'application, l'authentification et le vote vérifiable. Tu as eu une nouvelle orientation dans ton travail un peu plus tard, où tu as eu un grand intérêt pour les sciences sociales, et notamment la question de la géographie du handicap. Tu as été recruté comme chargé de recherche au CNRS en 2021, ce qui a été au passage à cause d'un cyberharcèlement transphobe, au petit passage. Et tu as publié donc dans de nombreux champs de recherche. Donc on a évidemment évoqué l'informatique, mais aussi la géographie, les mathématiques, la cybersécurité, les cultural studies, les sciences politiques, la philo des sciences, etc. Donc tu publies beaucoup, tu décloisonnes beaucoup entre les disciplines, et aujourd'hui on t'invite principalement pour deux de tes travaux. Le premier, c'est un travail technocritique pour le coup sur la blockchain, donc c'est un article publié en 2021, j'ai un doute. Un rapport de recherche. Un rapport de recherche, qui s'appelle Autoris Relectoris, redoublons de prudence face aux effets de mode technologique. Donc, il y a un critique d'un article d'un juriste, Serge Surin, qui parlait des applications potentielles de la blockchain, d'un point de vue de la loi, d'un point de vue juridique, on va dire. Et l'autre travail pour lequel on t'a invité aussi aujourd'hui, donc travail en commun avec Zachary Boubli, quelque part dans la salle, là-bas. Donc, il s'appelle Recherche et dogmatisme de l'improductivité du productivisme. Donc, qui est une critique des politiques productivistes dans la recherche en France. Donc, on va te laisser nous parler de tout ça. À toi la parole. Merci Ambre. Merci de m'avoir invité ici avec Bernard Fréot. C'est un honneur et avec pas mal de personnes que j'espère vous intéresser avec donc j'ai intitulé ça La noblesse et le gâteau, et j'espère qu'à la fin vous comprendrez pourquoi je l'ai intitulé comme ça. Mais il y a un cheminement, et je vais passer par des chemins un peu bizarres pendant, on va dire, la première moitié de cette présentation, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, Ambre,
Et après, je parlerai vraiment de productivisme. Mais je veux commencer par une question toute simple qui est c'est quoi le rôle d'une chercheuse? J'ai été recruté pour faire ça. Je sais quelle est mon interprétation de ce rôle, mais qu'est-ce qu'on fait là? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le rôle d'une chercheuse, c'est de trouver, c'est de répondre à des questions. J'ose espérer qu'on peut faire un peu plus que ça. Et j'ose espérer qu'on peut pas juste trouver des réponses, genre comment améliorer l'efficacité d'un large language model ou comment améliorer l'analyse d'un génome pour son application agriculturelle. On peut aussi poser des questions et je pense qu'il y a un pas qui n'est pas toujours fait, c'est poser des questions aussi sur quelles questions on pose. Il y a une étape de réflexivité qui n'est pas toujours là. Et ce sont des réflexions en cours, mais je pense qu'on doit se réfléchir, pas juste à quoi servent mes recherches, pas juste l'application, mais aussi qu'est-ce qui fait que je pose ces questions, comment je m'ancre dans un contexte. Donc, en France, on est quand même le pays des écoles normales supérieures. On est avec leurs nombreuses médailles. On est le pays de la CNU avec ses sections numérotées jusqu'à 87. Il y en a que 83 dans mon souvenir. Je tiens à préciser que quand même, ce qui est assez amusant, c'est que dans ces sections CNU, il y a la section théologie catholique et la section théologie protestante. Ce sont les deux sections de théologie, parce que la théologie est entièrement englobée par ces deux sections. Qu'est-ce que ça fait cette catégorisation disciplinaire? C'est un essai de placer le savoir dans des boîtes, en laissant parfois quelques personnes peut-être croiser une boîte avec l'autre, mais c'est un essai de typologie où on peut voir d'ailleurs qu'il manque des choses a priori. Et avec je sais pas ici qui est au courant de cette habitude qui a presque disparu des toges universitaires. Chaque toge, chaque couleur correspond naturellement à un champ. Je veux dire, la toge des scientifiques n'est pas la même que la toge des juristes. Mais si je parle de catégorisation, c'est que tout d'abord, la place à l'interdisciplinarité, la place, quand on parle d'éthique, quand on parle de réfléchir à pourquoi on fait nos recherches, est-ce que réfléchir sur ce à quoi sert la physique, c'est de la physique? Non, c'est peut-être de la philosophie, c'est peut-être de l'épistémologie, c'est peut-être de la sociologie, c'est peut-être de l'histoire des sciences, c'est beaucoup de choses. Mais on aimerait bien que les physiciens se concentrent sur la physique et que d'autres personnes se concentrent sur ce à quoi servent les physiciens. Comme ça, on a des applications et des startups venant des premiers et on a des papiers à ignorer venant des seconds. Et bon, je blague, mais l'interdisciplinarité dans tout ça, elle est vendue. On nous dit il faut ça. Pour ne prendre que les recrutements au CNRS sur les 20 dernières années, par exemple, il y a des commissions interdisciplinaires. Hein. Elles recrutent. Globalement, c'est 5 à 10% des postes maximum. Et souvent, c'est entre bio et physique, maths ou informatique. C'est des postes de bioinformatique. Je crois que c'est ceux qui recrutent le plus. Donc, on dit vouloir classifier, on dit vouloir faire un peu du mélange, mais on est dans un système qui est assez strict là-dessus. Et il y a un problème, c'est que dès qu'on crée ces catégories, on crée quelque chose qui se prête très facilement à la hiérarchisation. Je veux dire, les mathématiques ont été utilisées en France comme pas juste une discipline en tant que telle, mais un outil de tri. Sois bon en maths, t'iras à Polytechnique, t'auras une belle carrière. C'est un outil qui va loin au-delà de son application simplement réelle. Et cette noblesse, elle favorise cette noblesse des sciences dures. Et parmi les sciences dures, parfois on met la physique en tête, parfois on met les maths. Généralement, les gens oublient que les maths existent. Ça facilite des discours un peu compliqués. Typiquement contre les SHS qui sont fumeuses et inutiles.
Juste ça, je ne savais pas ça jusqu'à préparer en fait cette présentation. Mais au CNRS, je savais qu'on avait tout un institut de sciences sociales. Je savais pas que c'était que 10%, comparé à 46% des personnes à l'université. Donc il y a une sous-représentation dans les domaines dans les instituts qui sont censés être le fleuron de la recherche française. Je veux dire, le CNRS, il est en compétition avec l'INRIA sur l'informatique. Et pourtant, il y a plus d'informaticiens ici, ou presque autant, que toutes les SHS combinées. Donc, il y a pas l'équivalent SHS a priori de l'INRIA. C'est assez intéressant de voir que cet élitisme et cette lutte qui est partiellement artificielle, cette mise en concurrence des sciences permet ça. Et donc, au-delà des oppositions corporatistes et du fait de créer des groupes qui peuvent se taper entre eux, ben, on a des attaques scientifiques. Donc, il y avait celle de Sokal et Bricmont il y a maintenant presque 30 ans, qui était une attaque, je pense, d'ailleurs assez légitime, assez mesurée, sur des sciences sociales par les problèmes de regarder, vous publiez n'importe quoi parfois. Bah oui, enfin ça peut arriver. Et plus récemment, je ne sais pas si des gens ici ont suivi, il y a une affaire qui a rebondi là-dessus, qu'on appelle So-Called Squared, ou qui s'appelle aussi le Grievance Studies Affair, où une équipe de trois chercheurs ont décidé de tester l'évaluation dans ce qu'ils appellent des études de victimes, en fait, si on veut traduire un peu méchamment, c'est-à-dire en études sur les queers, sur les personnes racisées, et ainsi de suite, et dire, regardez, ils font n'importe quoi. Et je me positionne pas en train de dire, non, ils font pas n'importe quoi. Enfin, oui, certains font n'importe quoi. La question, c'est est-ce que ces gens qui font n'importe quoi, ils sont pires que les autres? Est-ce qu'on fait plus n'importe quoi en géographie qu'en physique ou en médecine? Et donc, ma position ici, c'est pas du tout d'aller dire il n'y a pas de conneries, il y a des conneries nulle part. C'est de dire est-ce que le problème il n'est pas plus généralisé? Et est-ce que le fait de mettre un projecteur comme ils ont fait sur certains points, c'est pas une manière de dire regardez, nous on est solide parce que eux ils font des choses pas bien, donc donnez-nous de l'argent, financez nos études. Et en plus, quand il y avait pour le coup une dimension politique forte au choix des personnes qui étaient dans l'étude, qui se décrivaient d'ailleurs au départ, ils disaient nous sommes des personnes, des gauchistes, ils utilisaient le mot leftist, à tendance libérale, mais on a vu des problèmes et il a fallu quelques années pour que deux d'entre eux se disent en fait Trump il est pas mal. Et qu'il y en ait un qui se retrouve à donner des cours, ou en tout cas donner des conférences dans un endroit qui appartient en gros à Viktor Orban. Il y a un moment où je dis des gauchistes qui vont faire le jeu du fascisme. Apprendre avec modération. Donc regardez chez soi et faire attention à ces catégorisations qui permettent les attaques. Parce qu'en fait, ce que les gens ignorent un peu, c'est que le privilège de la noblesse, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont à l'INRIA, qui font de l'informatique ou des maths. On est dans une science solide. On fait des choses bien, on fait des preuves parfois, ou alors on a du hardware. On fait pas de la blague. L'accusation, elle est rapide. Hein. Ce privilège de nous, ce qu'on fait, il est solide. Il tient jusqu'à ce qu'on critique le système. On est utile. C'est-à-dire, la différence entre nos sciences et certaines sciences sociales, c'est que nous, on va moins directement critiquer le système. Parce que c'est plus difficile d'avoir une critique sociale et politique en faisant de la théorie des catégories. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Et il y a, moi, le truc qui m'avait choqué, et je pense que ça a été un peu un réveil pour pas mal de personnes, c'est quand le site F2 Souche avait publié la liste des universitaires qui menaçaient la France en installant l'islamo-gauchisme à la fac et le wokisme et ainsi de suite, en enseignant des théories fumeuses et ainsi de suite. Et dedans, il y avait une cinquantaine de mathématiciens et informaticiens. Et donc, j'étais là, donc en fait, ces gens-là qu'on considérait être complètement solides, dès qu'ils commençaient à dire attendez, peut-être qu'on devrait avoir une liberté de recherche, peut-être que
notre ministre, elle dit un peu des choses fausses, peut-être qu'il faut défendre les collègues, bam, ils étaient dans le viseur. Alors, Ambre a dit que j'ai eu du harcèlement. Pour ma santé mentale, j'ai beaucoup de bol, hein. J'étais pas sur Twitter, par principe. J'ai pas de compte. Et lors de mon recrutement, j'ai eu un torrent de haine coordonné a priori par quelques groupuscules d'extrême droite qui se sont déchaînés sur Twitter contre moi. Et je trouvais ça très intéressant parce que c'était des accusations souvent disciplinaires. J'en ai mis quelques-unes. Depuis Délus, je trouve que le CNRS s'éloigne de la science. Nul ne conteste les découvertes de Marie Curie. Pour les génies incompris des sciences sociales du CNRS, on peut légitimement se poser des questions. Tout le monde voyait que j'étais une personne queer et donc que je ne pouvais faire que des sciences sociales. Mon basculement disciplinaire, il date de un peu après, en gros. Et c'est ça le truc, c'est que j'avais été recruté pour bosser sur la sécurité des élections. Et donc, je trouvais ça très intéressant que parce que on avait une idée sur mon identité, on se disait que je ne pouvais, que ça déterminait mes travaux. Là, les attaques, il y en avait des personnels, hein. Le fait que j'affiche mon idéologie et ma sexualité, pourquoi? Parce qu'il y avait une photo de moi habillée comme ça. C'était ça l'intégralité de la chose. Et donc j'ai été prise comme un exemple des dérives. Mais c'est ça le privilège conditionnel. C'est oui, je suis d'une discipline noble. Oui, moi je fais pas n'importe quoi, jusqu'à ce qu'on décide qu'en fait je fais n'importe quoi sans que mes travaux changent. Et ça pose quand même la question, je pense, importante de la positionnalité. Bon, ça, on la pose souvent en sciences sociales, d'où je suis pour parler. Comment est-ce que la personne que je suis peut affecter ma recherche? Donc déjà, ce qui est vrai, c'est que ça peut informer les questions qu'on pose. Ambre a dit que je travaillais sur la géographie du handicap. C'est vrai que j'ai commencé à bosser là-dessus. Et on m'a fait une accusation que je trouve assez intéressante. On m'a dit, mais tu n'es pas trop proche de ton sujet. Parce que tu es handicapé. Pourquoi est-ce que c'est sur le handicap, tu es biaisé, tu as des problèmes. Et en fait, j'ai une réponse qui est très simple, hein. C'est que les gars, le domaine, ça fait bien 45 ans qu'il existe, et il n'y a personne qui bosse dessus en France. Je parle même pas de la géographie du handicap, je parle des études du handicap. On a quelques médecins, mais des personnes qui étudient ça vraiment comme un champ à part, il n'y en a pas. Donc vous aviez 45 ans pour le faire, à un moment, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et donc les choix qu'on fait d'étudier un sujet ou non, sont importants. Et pour les personnes que ça intéresse, il y a justement une conférence qu'on prépare et qui est faite avec des bonnes règles éthiques, ça fait du bien, qui s'appelle Undone Computer Science, où toute la question, ça va être les enjeux éthiques dans la recherche en informatique, et notamment sur les sujets qu'on choisit de ne pas étudier, ou alors qu'on observe que personne les étudie, et pourquoi, et quels sont les enjeux là-dessus. Et l'autre question, c'est bon, maintenant je sais que, ok, je fais ces travaux, je travaille sur le handicap. Et oui, je ne suis pas objectif. C'est une mauvaise question à mes yeux. Parce que vous non plus. Je veux dire, personne ne l'est. On a tous des a priori, on a tous des biais. Donc la question, c'est que analyser ces biais, dire voilà les miens, et essayer d'avoir un discours scientifique, public, un débat, où on a une représentation au moins de différents points de vue. Et donc, mon identité, elle est pas, le fait que je sois handicapé ou tant, c'est pas politique. C'est politisé. C'est politisé notamment malgré moi. Et je pense que faire ces réflexions sur c'est quoi mes biais et c'est quoi les biais de mes financeurs, c'est important. C'est important. Alors, c'est important pour la recherche privée. Sur les large language models, sur le glyphosate, il y avait beaucoup de choses. Sur la blockchain, Ambre a mentionné l'article qu'on a écrit qui était juste une attaque parce que la personne qui avait publié l'article de départ, qui avait été évalué par les pairs et tout ça, mais c'était une catastrophe. Il faut utiliser la blockchain parce que à Moscou ils les ont utilisés et les élections sont bien passées. Source Sputnik. Et de toute façon, qu'il y avait pas mal de travaux universitaires sur la question qui disaient oh mon Dieu, c'est n'importe quoi, il faut surtout, tout s'est mal passé. Mais voilà, c'était biaisé et surtout la moitié des travaux cités, c'était des travaux de vendeurs de blockchain. Donc il y avait des problèmes. C'est pour ça qu'on a agi. On n'a pas essayé de le publier. On s'est dit il faut juste qu'on ait une réaction.
D'où l'importance de Hall. Et donc, il y a une science militante, mais comment est-ce qu'on combine ça? Comment est-ce qu'on gère son rôle? C'est des questions, j'ai pas de réponse particulière. Pour moi, il y a une différence quand même dans les énoncés qu'on produit, la différence de ce qui est. Quand je dis, il y a 3% des stations de métro parisiennes qui sont accessibles, c'est du fait. Quand je produis de l'analyse là-dessus, c'est du fait. Quand je dis, on devrait peut-être changer ça, là, c'est politique. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention, parce que ça, j'ai beaucoup de collègues qui, pour le coup, ne le font pas. Et je pense qu'ils font des erreurs. De pas différencier entre l'analyse du monde et l'analyse de ce que le monde devrait être. Aussi, à analyser les travaux. Je veux dire, critiquez-moi, critiquez ce que je fais, mais critiquez-le. Peut-être que vous pouvez vous informer sur qui je suis, mais s'il y a des fautes, ils doivent être dans les travaux, pas dans l'identité. C'est typiquement le jeu. Je me bats pour faire de l'évaluation ouverte, où on sait qui a évalué l'article, et ainsi de suite. Et j'ai déjà dû gérer des cas de conflit d'intérêts, et ça me pose pas tellement de problèmes. Parce que oui, je connais la personne qui l'a écrit, c'est un collègue. Pour moi, le jeu, il est très simple. Je dois être encore plus sévère, et ça sera ouvert. Et quelqu'un pourra pas me reprocher d'avoir fait une faute professionnelle en laissant passer des conneries, parce que voilà, si j'ai fait des conneries, ça sera des conneries, elles seront visibles, donc je m'expose à la critique, je prends mes responsabilités, mais c'est un choix. Et le truc, c'est que pour moi, donc quand on veut éviter ce combat, ce militantisme sur ce qui devrait être, moi j'ai décidé d'utiliser quelque chose que je trouve assez joli. C'est un peu mon dada. C'est la critique du système par l'intérieur. Ça se rapproche de la critique immanente. C'est je prends quelque chose, typiquement les politiques de recherche, et je dis, est-ce que je vais pas remettre en question ce qu'elles font? Je vais pas remettre en question leurs hypothèses. Je vais juste dire, on a des politiques qui visent à faire certaines choses. Est-ce qu'elles font ces choses-là à partir de leurs axiomes? On accepte les hypothèses. Est-ce que les conclusions tiennent? Et donc, pourquoi le gâteau? C'est le gâteau de la recherche, c'est le gâteau du financement, c'est le gâteau on se bat pour avoir une plus grosse part que les autres. Pourquoi? Parce que déjà c'est du prestige, c'est bien d'avoir une ERC. C'est aussi une manière d'avoir plus de pouvoir au sein du labo. Et puis on sait que une bonne manière d'avoir plus de financement plus tard, c'est d'avoir des financements maintenant. Donc même si j'en ai pas vraiment besoin, si je veux plus tard avoir des possibilités de carrière, c'est peut-être pas mal que j'en demande maintenant. Donc il y a un système de comment on répartit les financements, comment on répartit le travail, comment on répartit les charges, comment on répartit toutes ces choses-là. Donc j'ai travaillé dessus avec Zachary Boubli qui est là. C'était un long travail en sous-marin qu'on a envoyé juste après ma titularisation quand même. Je suis pas non plus suicidaire. Et on a regardé quelque chose c'est quoi l'objectif des politiques publiques sur la recherche. Et l'objectif affiché, c'est d'augmenter la production et la productivité de la recherche. Que nos chercheurs produisent plus et pour moins. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 3 postulats derrière ces politiques. Et la première, c'est qu'on pouvait mesurer la productivité. C'est-à-dire, si on vise à l'augmenter, c'est quand même bien d'avoir une idée d'où elle est. En tout cas, si on veut faire de manière scientifique. Et la deuxième, c'est qu'elle peut être optimisée. Ça veut dire, on va recruter que les meilleurs et les garder, et les autres vont sortir du système pour faire en sorte que ça aille mieux, qu'ils produisent plus. Et ensuite, on va pousser les meilleurs à être encore meilleurs. Une fois qu'on a recruté les bons, on va faire en sorte que leur donner envie de bosser, travailler plus pour bosser plus. Et enfin, il y a le truc que les méthodes sont efficaces. C'est pas juste ça de faire de l'incitation, mais il faut aussi que le coût de la mesure, le coût de l'observation, le coût du contrôle, il se retrouve rentabilisé. Bon, tous les détails de ce que je vais dire, c'est dans l'article qui est ici. Donc, recherche et dogmatisme de la productivité du productivisme, qui est sorti il y a 6 mois. Officiellement 2022, mais en fait 2023. Donc la première question, c'est la mesure. Et il y a 3 questions centrales, parce qu'une mesure, c'est quoi? C'est quoi mesurer la productivité? C'est quoi les objets? Les objets, c'est les articles, c'est les brevets,
C'est les softwares, c'est quoi? Et c'est quoi les sujets? Est-ce qu'on mesure à l'échelle individuelle? Est-ce qu'on mesure à l'échelle d'une équipe de recherche? Est-ce qu'on mesure à l'échelle de l'IRISA en entier? L'IRISA, peut-être que quand même 1000 personnes, ça commence à avoir un sens de mesurer. Qui doit être évalué? Et quelles sont les productions? Ensuite, il y a quelle méthode? Un jury qui analyse les dossiers, c'est pas mal, mais bon, c'est pas objectif. Donc on veut des trucs plus solides, plus rigoureux, genre de la bibliométrie, la bonne vieille, la bonne vieille analyse de citations typiquement. Et enfin, il y a quelles échelles? Bon, surtout l'échelle temporelle. Est-ce que j'analyse sur les 6 derniers mois, ou est-ce que j'analyse sur les 5 dernières années, ou sur une vie? C'est pas évident, toutes ces questions, et ça a à chaque fois un impact. Et donc, si on voulait vraiment définir une analyse de la productivité, il faudrait avoir au moins un début de réponse aux 3. Et le truc, c'est qu'en plus, pour la mesure, il y a 2 postulats. Typiquement pour le recrutement, on dit la performance future, elle est corrélée avec la performance passée. Si Bernard, t'as publié quoi déjà, 25-30 ouvrages, quelque chose comme ça, mais parfois en collaboration, des trucs comme ça. Donc a priori, si ça continue comme ça, sur les 50 années à venir, tu vas en publier autant. Je compte sur toi, hein, sinon t'es viré. Plus de retraite. Donc non seulement il y a ce truc de on part du principe que la performance elle est temporellement assez stable, mais en plus que la bibliographie est une bonne approximation parce que ça garantit l'objectivité. Et tout ça, c'est des postulats qui ont un impact. Hein. Quand je dis que ça sert de filtre dans les recrutements, dans les promotions et les financements, c'est qu'il y a en Italie, on ne peut pas être recruté à certains statuts quand on n'a pas au moins un certain nombre de publications, avec un certain nombre de citations, dans un certain nombre de journaux, avec un certain impact factor. C'est du noir sur blanc. Maintenant, on a quand même pas mal d'écoles doctorales qui exigent d'avoir au moins une publication. C'est le cas ici. Et vous allez voir, hein, ça va monter. C'est une bonne manière de pousser les gens à être meilleurs. Et donc, bon, ça fait beaucoup de postulats, mais est-ce que, à un moment, est-ce qu'ils sont vrais? Donc, j'ai dit, il y avait trois piliers, mesurabilité, possibilité d'optimisation et efficacité. Et donc, déjà, la mesurabilité, elle dépend sur beaucoup de choses, mais en vrai, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vais me parler des travaux d'autres personnes, parce que, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des milliers de pages, peut-être quelques centaines d'articles peut-être, et on a résumé ça en 10 pages. C'était ça le travail de l'article. C'est pas tellement de la nouvelle recherche, un peu de nouvelle analyse, mais c'était regarder les 30-40 dernières années de travaux sur le sujet. Et bon, déjà, on va regarder la qualité de l'évaluation. Parce que je me dis, si on peut évaluer une carrière, c'est pas évident, est-ce qu'on peut déjà au moins évaluer un article? Donc je sais pas qui connaît Neurips ici, c'est quand même une très très grosse conf, et une des plus prestigieuses dans son domaine. Et ils avaient fait une grosse étude en 2014, 2 comités parallèles, qui évaluaient 1678 articles, donc, et au hasard, et donc il y avait 170 articles en commun. Et ils se sont rendus compte que les comités, ils faisaient un peu mieux que du hasard, mais pas beaucoup mieux. Une fois qu'on virait les très mauvais articles, il restait quand même beaucoup de hasard. Et il y avait entre 3 et 6 évaluateurs par comité, et ils se sont rendus compte que si on mettait même juste les scores moyens au sein de chaque comité de toutes les évaluations, donc déjà, on est dans de la moyenne de trucs plusieurs, on avait une corrélation qui était pas énorme, 0,55. Et ensuite, ils avaient regardé aussi l'impact à long terme, donc les citations 7 ans plus tard, les citations, c'est quand même une mesure complètement admise de la qualité d'un article. En fait, vous voyez là, c'est la qualité, le log du nombre de citations en fonction de la qualité, ça donne rien. Ça donne rien. Les articles où tout le monde était d'accord que c'était excellent, ils étaient pas cités. Et les articles où tout le monde était d'accord que c'était pas très bon et qui passaient quand même, ils étaient pas moins cités, pas plus cités. Donc, ok, bon, l'évaluation d'un article, ça passe pas très bien. Bon, ok. Mais ça, c'est l'évaluation. Ça veut pas forcément dire grand-chose. Donc,
Doherty et Horn, ils se disent, on va faire de la grosse étude stats. 45 000 articles et quelques, et on va regarder s'ils sont rigoureux, s'ils font des bonnes stats. C'est des sciences cognitives, tout ça. Et il y a 12% qui ont des erreurs. C'est pas très grave, ça dépend, mais voilà. Et le problème, c'est que ceux qui ont des erreurs, ils sont plus cités que les autres. Pas de beaucoup, mais 5 citations par article. Donc, ok. Ensuite, ceux qui sont dans des journaux avec des meilleurs facteurs d'impact, donc plus prestigieux et tout ça, généralement, ils font plus d'erreurs. Et leurs stats sont un peu moins bonnes. Genre, ils ont des résultats qui sont ric-rac. Et globalement, pareil. Dans les meilleurs journaux, l'un des trucs, c'est des articles qui sont moins réplicables. Donc, ça favorise un peu le hasard. Mais ça, c'est récent, c'est 2022, mais plus ancien, il y a 25 ans, ils avaient fait un test, 262 évaluateurs d'un article, 13 fautes, certaines sont graves, hein. Certaines, il y a des patients c'était de la médecine, des patients qui disparaissaient. Certaines, c'était on n'a pas demandé d'accord éthique pour un article de médecine. On n'a pas demandé d'accord éthique, dans mon souvenir, il y a 35% des reviewers qui l'ont vu, qu'il y avait un problème. Il y a une seule faute qui a été trouvée par plus de 40% des évaluateurs. Donc c'est pas récent. Et pareil, hein, en oncologie, là, ils ont fait pas des évaluations d'articles, mais de projets. Les gros projets de financement, plusieurs millions de dollars par le NIH aux États-Unis, le gros institut l'ensemble des instituts de santé. Et ils se sont rendus compte que les notes des projets, quand on prenait des évaluateurs, il n'y avait pas de corrélation entre elles. Donc vraiment, ton projet, tu lances un dé. C'est ça le résultat. Enfin, pour les projets, pour les grosses demandes de bourse. Donc, ok, l'évaluation, ça marche pas très bien. Mais qu'est-ce qu'on a de pire? Ah mince, l'effet Mathieu. Donc en gros, les riches deviennent plus riches. Ils ont testé ça aux Pays-Bas. Ils se sont rendus compte que si on prend les gens qui sont juste en dessous du seuil de financement des projets et ceux qui sont juste au-dessus du seuil de financement des projets, il n'y a pas de différence entre ceux qui sont juste en dessous et ceux qui sont très très loin en dessous. Pas de différence entre ceux qui sont juste au-dessus et ceux qui sont très très loin au-dessus. En termes de est-ce qu'ils vont être cités, est-ce qu'ils vont avoir d'autres financements après. Donc en gros, le meilleur déterminant d'une carrière, c'est est-ce que tu as réussi à obtenir un financement. Pas. Il y avait vraiment, on voit les deux régimes là. C'est est-ce que on gagne une bourse plus tard ou pas. Et ceux à droite, c'est ceux qui ont gagné la selle au début. Ceux à gauche, c'est ceux qui ont perdu. Et il y a beaucoup moins de différence entre ceux qui sont ici et ceux qui sont là, au départ dans les notes, que ceux qui sont au-dessus et en dessous. On a ça pareil. Pour les citations, c'est pareil. Si un article est cité, il sera cité. Et c'est même vrai si l'article est retiré pour des fautes. Il continue à être cité pendant longtemps. Et il y en a un autre, il y a un autre article que je t'aime beaucoup parce qu'ils ont regardé des articles qui avaient été publiés 2 fois par erreur ou par différentes choses. Et les citations dépendaient entièrement du journal. C'est vraiment c'est le journal qui crée les citations et pas la qualité de l'article. Donc il y a des mécanismes, c'est même pas de la rétroaction à ce niveau-là. Bon, et la loi de Goodhart, quand une mesure devient un objectif, ça cesse d'être une bonne mesure. Donc voilà, et juste pour vous donner pour vous rassurer, si vous comparez parfois à vos collègues qui ont plus d'articles, plus de citations, tout ça, ça varie. La médiane, dans à peu près tous les domaines de maths et d'info, c'est 2. C'est 2 citations. Ça va. Et le max, ça peut varier. Mais même dans des domaines proches de bio, on peut aller du simple au double, sans problème. Et même sur des trucs, voire pire que ça. Et donc le truc, c'est qu'on peut pas comparer, même des domaines très proches, même entre quelqu'un qui fait de la topologie et quelqu'un qui fait de la géométrie, c'est mort. Et donc comment est-ce qu'on est censé comparer des projets, typiquement à l'échelle de l'ERC, juste sur toute l'informatique, quand on essaie d'utiliser de la biométrique? Maintenant, on n'est plus censé le faire, mais on le fait quand même. Et donc, ça fait des changements de mode de publication. Nous, notre article là, sur un, c'était un rapport sur HAL, mais ça, c'est pas optimisé pour la publication. Donc, on a une baisse des rapports, et on a une augmentation des chapitres d'ouvrages ou des articles, ainsi de suite, une baisse du nombre de livres pour une augmentation du nombre d'ouvrages collectifs, parce que ça vaut plus. Et l'augmentation de la fraude, ça c'est grave. Hein. On a une crise de vérification, c'est pas juste en psycho. Hein. En oncologie, c'est la moitié des articles
qui sont pas reproductibles et des bons articles. C'est pour ça ce que je disais au début, c'est faut nettoyer chez soi d'abord. Bon, ça c'est une leçon pour les doctorants de la salle. Ça c'est ce qui se passe quand on fait ces slides à 4h30 du mat. Je ne sais pas pourquoi il y a Exit. Donc ne pas faire ça. Mais bon, les quid de l'optimisation de la productivité, bah en Chine, ça c'était un truc assez important, c'est qu'ils avaient des primes. 20 ans de salaire de prime pour un article en premier auteur dans Nature. Ça claque. Mais le problème, c'est est-ce que ça marche? Bah, ils avaient fait le test dans Science et ils ont regardé que dans les pays qui avaient fait ça, qui avaient des primes, bah, le nombre d'articles soumis, il explose et le nombre d'articles acceptés, il baisse. Donc on spam des trucs mauvais. Et ça prend pas en compte le fait que quand on a 20 ans de salaire de prime, on a un peu plus intérêt à fausser des données. Et en plus, bon, il y a des modèles qui montrent que ça a un impact négatif sur la performance et c'est embêtant tout ça. Bon, je vais essayer de passer un peu plus vite. Ça c'est joli parce que c'est quoi l'impact du financement sur les chercheurs en fonction du financement annuel. Et on se rend compte que ça c'était donc 12 720 enseignants-chercheurs québécois sur pas mal d'années. On se rend compte que, pas en santé, mais en gros les sciences naturelles et les sciences sociales, NSE et SS, il y a un pic, et il y a un pic qui est assez bas, où après, plus on a d'argent de financement, plus tous les indicateurs deviennent mauvais. Au-delà de typiquement 200 000 $ par an, on publie moins, on publie des trucs moins bons, et on a moins de citations. Je suis pas en train de dire que les citations et le nombre d'articles, c'est la bonne mesure. Je dis juste que c'est ce que certains de nos décideurs pensent, c'est ce que certains de nos organismes pensent, et pourtant, même si on accepte que c'est le cas, ça marche pas. Bon, c'est pareil, une bourse de 1,7 million sur la santé, ça augmente d'un article en 5 ans, c'est pas ultra efficace. Et ça pose plein de questions de pourquoi c'est comme ça. On a eu des tests selon l'élitisme. Ici, c'est à quel point est-ce que la distribution elle est inéquitable. En fait, entre les pays où c'est pas du tout équitable et les pays où c'est beaucoup plus équitable, on ne voit pas d'effet réel. Même alors que dans les pays où c'est beaucoup plus inéquitable, il y a souvent beaucoup plus d'argent tout court. Voilà, quand on met plus d'argent sur peu de gens, ils produisent plus, ça peut être vrai, mais ça c'est une étude de Mongeon, mais ils produisent beaucoup plus par financement. Et donc c'était ça assez marrant, c'était typiquement toujours en santé, John Hopkins qui sont à fond sur tous les indicateurs, et dès qu'on renormalise par rapport à l'argent qu'ils dépensent, ils sont loin derrière des mauvaises facs. Enfin, des mauvaises facs, des facs dans le milieu de la cohorte, quoi. Donc, il y a vraiment une question de est-ce qu'on veut avoir une élite qui est mise en valeur au détriment de tout le monde, y compris de la production totale, ou pas. Et pour l'efficience, c'est pareil. Pour les financements compétitifs, c'est pour la plupart des financements 80-90% d'échecs. 40% du temps de travail des EC permanents aux USA, c'est la gestion des financements. C'est à ce niveau-là. Pour l'Australie, pour les grosses bourses, en gros, le temps de travail pour demander une bourse, c'est 15% de la bourse. Juste pour payer les chercheurs qui demandent des bourses. L'ANR a une efficacité géniale. L'ANR, son budget de fonctionnement, il est très très bas, mais globalement parce que ça inclut pas le temps que les reviewers passent à reviewer. Et combien ils sont payés pour faire ça, et ainsi de suite. Donc c'est très bien sur le papier, c'est quelques pourcents. Mais c'est un peu moins bien quand on regarde les externalités. Et il y a même des bourses où, en moyenne, on perd quand on demande la bourse. Pas juste le système perd, mais individuellement, on perd. Et donc, la stratégie gagnante, c'est on balance partout du spam. On balance du spam pour les publications, on balance du spam pour les bourses. Et on joue au dé. Et ça détruit tout, mais c'est une stratégie gagnante pour un individu rationnel. Et en plus, c'est impossible à réformer. Je veux dire, l'Australie, ils ont essayé de réduire la taille des dossiers de financement et ils ont observé que le temps passé sur les dossiers de financement augmentait. Donc, c'est même pas c'est très très important qu'ils aient fait cette étude. Mais la solution, elle est pas évidente, à part juste potentiellement
se débarrasser d'une partie des systèmes. Donc pourquoi est-ce qu'on en est là? Je pense qu'il y a une question générale de défiance de la part de la population, du gouvernement, qui n'ont pas confiance en nous, chercheurs, pas juste parce qu'on est islamo-gauchiste, hein, mais parce qu'on fait ça par vanité, on fait ça par biais idéologique, ou alors on est incompétent. Sauf Didier Raoult, lui, c'est pas par vanité. Lui, c'est le fleuron de la recherche française. Et donc le truc, que la recherche, elle doit servir la population. On ne doit pas faire de la recherche dans les nuages. Et ça veut dire qu'on doit vérifier que les enseignants-chercheurs, ils font bien leur taf. Ils gaspillent pas l'argent des labos. Enfin, je veux dire, attends, un ticket de métro en trop, moi je dis contrôle administratif. Mais il y a quand même des pays où ils se sont rendus compte que le taux, enfin le coût du contrôle, ça correspondait à un taux de fraude de 50%. Et donc, si on partait du principe que les gens étaient globalement pas à moitié honnêtes, ça coûtait moins cher de juste pas faire de contrôle. Et de reposer la précarité. Je veux dire, quand on a des post-docs à répétition, ça pousse pas les gens à faire de la recherche qui pose des questions critiques, on est poussé à juste publier le plus vite possible, le plus rapidement possible, même si c'est pas grave si les résultats tiennent pas plus tard. Et donc l'urgence, c'est de la recherche mal faite. Peut-être que je parlerai d'une anecdote plus tard là-dessus d'un truc qui s'est bien passé. C'est rare. Bon, le gâteau, la bonne nouvelle, ça c'est la nouvelle magique, c'est que le gâteau, il est assez gros. On se bat tous pour notre part du gâteau, mais en fait, il y a assez de gâteaux, tout court. Si on supprime l'ANR, juste l'ANR, hein, c'est 10 000 euros par an par enseignant-chercheur de financement régulier. C'est pas mal, quand même. J'ai beaucoup de collègues qui accepteraient moitié de ça sans problème. Et si on fait des projets plus importants, on peut faire de la loterie. Et il y a des systèmes de recommandation par les pairs où en gros on se distribue l'argent et c'est assez fluide. Et ça c'est juste pour l'ANR. Hein. Il y a des études qui montrent qu'en fait si on se débarrassait de tous les systèmes compétitifs, en maintenant le recrutement des thésards constants, on pourrait arriver plutôt à 20 000 par an par chercheur. Et ça va. Et juste avant de finir, en 48, il y a Léo Szilard, donc un des gars qui avait bossé sur le projet Manhattan, un des gars qui avait lutté après contre l'utilisation de la bombe atomique, qui avait proposé un truc pour ralentir la science. C'est-à-dire, on va trop loin, on va trop vite, on fait des bombes nucléaires. Et il propose en fait le modèle de l'ANR. Et il dit, voilà comment on pourrait... Il fait ça avant que l'ANR existe, avant que la NSF existe. Il dit, voilà comment on pourrait détruire l'efficacité des scientifiques. On fait des comités qui distribuent les financements. Comme ça, les meilleurs chercheurs se retrouvent dans les comités et évaluent les dossiers. Les autres font des dossiers plutôt que de faire de la recherche. Et bam, ça ralentit et on n'a plus de soucis à avoir sur le futur de la bombe nucléaire. C'est magique. C'est magique. C'est prophétique, hélas. Et donc, pour terminer, avant de passer la main un petit peu en retard, désolé à mon collègue Bernard Friot, il y a des propositions si on voulait augmenter la productivité de la recherche française. Parce que déjà, c'est vrai, on perd des chercheurs par rapport à l'attractivité d'ailleurs. Je parlais avec Olivier Serre, qui est le directeur de la section 6 du CNRS. Et je crois, je ne veux pas mettre les mauvais mots dans sa bouche, il m'a dit si on voulait être compétitif à l'international pour les chercheurs, il faudrait multiplier les salaires par 3. Si on voulait être compétitif avec le privé, il faudrait multiplier par 10. C'est là où on en est. Et le truc, c'est qu'on peut pas. On peut pas juste financièrement. La France peut pas se permettre de multiplier par 10 les salaires. Par contre, on peut faire autre chose. On peut revenir à l'ancien contrat social. On dit aux chercheurs, vous êtes des citoyens, on vous fait confiance. Vous avez choisi ce métier-là pour la recherche de la connaissance et pour le bien public. Et pour pas que vos recherches soient utilisées directement par Google pour faire du flicage. Donc, on vous fait confiance. On vous laisse votre liberté. Vous avez un bas salaire, c'est-à-dire un salaire moyen. Vous êtes des citoyens lambda qui œuvrez pour la société. Et en échange, vous êtes libre et confortable. Et on arrête de vous évaluer tous les ans. On arrête de se méfier de vous à tout moment. Et par contre, on vous demande de ne pas faire de la mauvaise recherche. C'est-à-dire arrêter la recherche dans l'urgence. Arrêter de publier 20 articles par semaine. Même Didier Raoult fait pas ça. Je crois qu'il en est juste à 2 par jour. Mais arrêtez de faire de la recherche dans l'urgence. Faites des trucs solides. Parce que l'important, c'est de pas avoir un article qui, 5 ans plus tard, on se rend compte qu'il est faux.
C'est pas grave s'il prend 3 ans de plus à être écrit. Et répartir plus égalitairement les ressources parce que en fait c'est plus efficace. Et donc ça, je veux dire, je pense que ça peut s'étendre assez naturellement ces questions au reste de la société. Donc voilà ta perche. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Enka. Alors, oui, la perche est très très belle. Bonjour Bernard Friot. Vous êtes économiste et sociologue du travail, professeur émérite à l'Université de Paris-Nanterre. On l'a dit, vous êtes en retraite mais pas en retrait. Je pique cette formule d'une interview qu'on avait fait de vous une fois. Récemment est paru aux éditions La Dispute ce petit livre rouge, Prenons le pouvoir sur nos retraites. Alors il est tout petit, je vous invite à le lire, il est très rapide. Qui fait écho à la réforme et répond à l'inversion capitaliste de la définition de la valeur économique et de la division du travail qui s'impose. Ce livre reprend vos thèses dans Puissance du salariat 98, paru en 3e édition 2021, et celle dans Enjeux des retraites, même édition 2010. Vous défendez en particulier la thèse d'une augmentation en droit de la citoyenneté par l'attribution d'un salaire à la qualification personnelle de la majorité politique jusqu'à notre mort, mais également le droit à la propriété d'usage des entreprises et la codécision dans la création monétaire et toutes les institutions des coordinations de la production. Ce pouvoir de codécision, il s'applique bien sûr, comme Enka l'a dit, pour le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, en particulier concernant les finalités de notre travail, car aujourd'hui les comités d'éthique, bien que leurs travaux soient louables et remarquables, ne sont malheureusement que consultatifs et non décisionnels. Pourtant, vous défendez l'existence d'un déjà-là, plusieurs déjà-là, fondamentaux pour nous sortir de notre potentielle prostration. Et on pourrait tenter un parallèle entre décision de subvention de la recherche et celle qui est faite par le soin, en particulier par le régime général de sécurité sociale, comme il fut instauré en 1946, avec son contrôle par les travailleurs et travailleuses, pour les travailleurs et pour les travailleuses. Autre point qui concerne votre rapport à l'enseignement. Dans l'une de vos conférences gesticulées, vous n'hésitez pas à opposer une critique en vous définissant comme hier, je cite, « défenseur du récit dont la bourgeoisie a besoin et aujourd'hui à l'école de la classe ouvrière ». Alors 2 questions. En quoi vos propositions d'augmentation de droits citoyens constituent-elles une réponse aux capacités de réflexion éthique dans l'ESR et permettent l'expression des libertés académiques? Et une question plus ouverte. Que conseillerez-vous concernant l'enseignement à l'université pour valider sa haute valeur anthropologique? Je vous remercie. C'est vrai que la démonstration que vient de faire Enka de l'inefficacité des critères de productivité des évaluations est roborative. Hein. C'est extrêmement important que ce soit fait. Et je voudrais le mettre en relation avec la question du statut économique de la personne dans le capitalisme et dans ce communisme qui est en train de se construire cas à cas dans les pays capitalistes. Dans le capitalisme, les personnes sont reconnues économiquement à la mesure des tâches qu'elles font et qui sont validées comme productives. C'est la reconnaissance à la tâche, le salaire à la tâche. C'est exactement l'ambition du contributif, hein, tel qu'il s'est imposé depuis la sinistre LRU de 2009 à l'université et dans la recherche. Ce contributif qui ne marche pas, je pense que vraiment ta démonstration est décisive, c'est le cœur de la logique de la reconnaissance des travailleurs dans le capitalisme, hein, le paiement à l'acte. La forme la plus classique de la mise au travail dans le capitalisme, c'est le travailleur indépendant. C'est la forme canonique. C'est pas du tout le travailleur salarié. Le travailleur salarié, c'est déjà une conquête sur le capitalisme. C'est le travailleur indépendant. C'est la forme canonique. Celle que d'ailleurs les plateformes aujourd'hui, en permanence, utilisent. Le travailleur indépendant, prenez je sais pas quoi, moi, un paysan
FNSEA, si possible, enfin pris dans l'agrobusiness. En réalité, son travail lui est commandé par le prêteur, parce que il a à peu près 300 000 € de dette à une trentaine d'années, par le fournisseur des intrants, je sais pas quoi, Bayer, Monsanto, et puis par le client, la centrale d'achat de Leclerc. Et ces trois groupes capitalistes, prêteurs, fournisseurs et acheteurs, à la fois ponctionnent l'essentiel de la valeur qu'il produit à travers les prix qu'il lui impose, décide de son travail, parce que c'est pas lui qui en décide. Et qu'est-ce qu'il lui laisse comme ressource, ce que Marx appelle très justement le prix de la force de travail, c'est-à-dire ce qui reste comme ressource à cet agriculteur, alors par quelques millionnaires, hein, mais les paysans FNSEA sont, quand ils ont le SMIC, ils sont contents. Ce qu'il lui laisse, c'est de quoi être encore demain en capacité de faire l'activité qui met en valeur le capital de ces trois groupes. C'est-à-dire le prix de la force de travail. Hein, c'est le prix de la force de travail, c'est les besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche. Une tâche qui met en valeur du capital. Parce que si demain ce paysan s'est suicidé, ou s'il n'est plus en capacité de produire le port industriel qui met en valeur le capital du Crédit Agricole, de Bayer et de Carrefour, à la fois c'est une perte pour ces groupes capitalistes qui n'existent que par la mise en valeur de leur capital par le travail d'autrui. Et donc, la rémunération absolument classique dans le capitalisme, hein, c'est le paiement à l'acte, ce que l'on est en train d'imposer à l'ESR, précisément. Alors qu'il en était totalement débarrassé. Totalement. Et donc, ce paiement à l'acte, le mouvement, pourquoi est-ce que le ESR était débarrassé du paiement à l'acte? Pourquoi c'était des financements structurels? Pourquoi c'était des personnels payés à la qualification personnelle et non pas en fonction de la performance de la prétendue performance de leur publication? C'est parce que tout le mouvement collectif s'est construit en France contre le paiement à l'acte, précisément. Quand on regarde l'origine de la CGT en 95 ou de la SFIO, disons le bras politique de la CGT, enfin des travailleurs, le syndicat 1895, CGT, SFIO 1905, transformé en Parti communiste en 1920, leur objet fondamental, c'est d'en finir avec le paiement à l'acte, précisément. Et ça va se faire en deux temps. Le paiement à l'acte qui, par ailleurs, si vous prenez le statut de l'agriculteur, de cet agriculteur, inscrit dans le droit commercial les relations de travail, dans la fiction de l'égalité des parties, enfin, etc., etc. Ce paiement à l'acte va être dépassé à partir du moment où le Code du travail, en 1910, ça c'est des travaux comme l'ouvrage L'Institution du travail le montre très bien, de Claude Didry, ce paiement à l'acte va être dépassé en obligeant les capitalistes à devenir employeurs des travailleurs. C'est la création, c'est l'invention de l'emploi. Au XIXe siècle, aucun capitaliste n'est employeur. Il peut être patron dans la question du patronage. Mais pourquoi d'ailleurs est-ce que les capitalistes ne souhaitent pas être employeurs? Et surtout aujourd'hui, parce que la mise en valeur du capital suppose que ce capital puisse
être mis en valeur à la nanoseconde, à la limite, sur des lieux, sur des productions, avec des collectifs de travail qui bougent tout le temps. Engluer son capital avec un collectif de travail sur une production donnée, sur un territoire donné, c'est s'empêcher d'opérer cette valorisation à l'échelle mondiale. Et donc, obliger les capitalistes à devenir employeurs, ça a été le cœur de la bataille syndicale au XIXe siècle. Parce que lorsque les capitalistes avaient besoin non pas d'un individu, travailleur indépendant, mais d'un collectif de travail, avait été inventé ce qu'on appelle le contrat de louage d'ouvrage, qui est un jeu à trois, qui est un résultat du consulat et de l'Empire, des codes Napoléon du début du XIXe siècle, qui sont la victoire de la bourgeoisie, évidemment. C'est un jeu à trois. Vous avez un capitaliste qui est donneur d'ordre, qui achète de l'ouvrage fait à un sous-traitant qu'on appelle un marchandeur. Et ce sous-traitant fait faire cet ouvrage par des ouvriers. Le mot s'impose au XIXe siècle avec ce contrat de louage d'ouvrage. Alors vous pouvez avoir un conflit sur le tarif de l'ouvrage entre le capitaliste donneur d'ordre et le sous-traitant, le marchandeur. Et très bel exemple de ce conflit, c'est le conflit des canuts lyonnais dans les années 1830. Mais les ouvriers, tout le monde s'en fout. Ils sont sous les radars. Et leur rémunération, c'est également une rémunération à l'acte. Ils sont payés pour être encore demain en train de produire le kilomètre de soie ou la tonne de soie achetée par le soyeux. Alors vous avez donc des relations de travail qui sont inscrites dans la fiction du droit commercial. Et puis vous avez un capitaliste qui se cache toujours derrière l'achat de biens et services et qui masque l'exploitation du travail derrière le voile du doux commerce. Contre le contrat de louage d'ouvrage et contre le travail indépendant, le mouvement ouvrier va conquérir avec le Code du travail de 1910 l'interdiction de la sous-traitance, l'obligation pour les donneurs d'ordre de devenir employeurs. Avec l'invention du contrat de travail qui repose sur la reconnaissance de la subordination, de l'inégalité donc des parties, alors que le droit commercial repose sur la fiction de l'égalité des parties. Dans ce cadre-là, créé en 1910, où les capitalistes deviennent employeurs, et où des groupes sociaux jusqu'ici très hétérogènes, les ouvriers, les employés, les ingénieurs, pour prendre ces trois catégories, qui étaient des mondes qui s'ignoraient totalement, s'homogénéisent dans leur relation à un même adversaire, l'employeur, va se construire le salaire à la qualification, qui est une nouveauté complète du XXe siècle. Le salaire à la qualification, c'est dans la convention collective. Ça démarre en 1919. Branche par branche, branche industrielle ou branche tertiaire par branche. On prend tous les postes de la branche, quel que soit leur contenu, quelle que soit la tâche à laquelle ils donnent lieu. Et on les classe par niveau de qualification. La qualification, ce n'est donc pas le travail concret. Ça ne renvoie pas du tout au diplôme, ça n'a rien à voir. La qualification, c'est un mot nouveau qui va être imposé par le syndicalisme à des patrons qui n'en voudront jamais, au demeurant. C'est un mot nouveau qui signifie non pas, comme la certification, la capacité à produire par un travail concret de la valeur d'usage. Ça, c'est le diplôme qui atteste cette qualité
de cette capacité. La qualification, c'est la contribution du poste à la production de valeur économique. Là, on n'est pas dans le travail concret, on est dans le travail abstrait. Et donc, quel que soit le travail concret qui est fait, quelle que soit la tâche qui est faite sur ce poste de travail, il va être classé au même niveau parce que la contribution de ce poste à la production de valeur économique est postulée être la même, quelle que soit la tâche qui est faite dessus. Donc on sort du salaire à la tâche et on invente l'emploi. Ce que j'ai décrit au 19e siècle, c'est l'infra-emploi, hein, le travail indépendant, le contrat de louage d'ouvrage. On est en dessous de l'emploi. L'emploi, c'est une invention tout à fait progressiste, dans lequel le capitaliste n'est plus un donneur d'ordre qui achète de l'ouvrage fait, mais c'est un employeur qui s'expose comme exploiteur du collectif qu'il a en face de lui. Et cet emploi, c'est le fait que le poste de travail est enrichi d'une qualification. Et c'est-à-dire d'un salaire qui s'impose à l'employeur. Il enrichit aussi du respect des règles du Code du travail de 1910, bien sûr. Cet emploi doit respecter les règles du Code du travail en termes d'embauche, de licenciement, de durée du travail, enfin, etc., parce que la subordination, enfin reconnue, va être l'occasion de conquérir des droits, hein. Distinguer le temps de travail du temps de non-travail, ce qui n'est pas du tout le cas dans le travail indépendant, par exemple. Il n'y a aucune distinction. Dans le travail salarié, il va y avoir cette distinction. Des institutions représentatives du personnel, ce qui n'existe pas évidemment dans le travail indépendant, des durées du travail, des temps de repos entre deux travaux, des conditions de sécurité au travail, enfin, etc. Tous ces droits-là vont être conquis dans le cadre de l'emploi. Et un emploi, c'est donc un poste de travail qui est le support à la fois d'un salaire qui s'impose à l'employeur et des respects du règle des droits du travail. Cette conquête de l'emploi, c'est pas rien. Ça s'est traduit très concrètement pendant le confinement. Les salariés qui avaient un CDI, donc respectant le salaire de la convention collective, ont conservé, quoi qu'ils aient fait, 84% de leur salaire. Nous voyons bien que l'emploi dissocie le salaire de l'acte. Nous sortons du paiement à l'acte. Ce n'est pas l'acte qui est payé, c'est la qualification du poste. À la limite, quoi qu'on fasse sur le poste, y compris rien. Donc là, nous avons cette première sortie du paiement à l'acte, de ce foutu contributif que Petit et autres despotes du CNRS sont en train de nous imposer. La question qui, moi, m'interroge, c'est pourquoi nous ne laissons faire. Il y a Rogue ESR, il y a un certain nombre de ripostes intéressantes, mais globalement, il y a quand même une forme de timidité incroyable des milieux par rapport à ces entreprises scandaleusement réactionnaires et qui nient un siècle de conquête. Pourquoi est-ce que la CGT, puisque c'est elle qui est censée être à la manœuvre à l'époque, ne s'arrête pas à l'emploi? Mais parce que le poste, ce n'est pas les travailleurs qui en décident. Le contenu du poste, qui est sur le poste, c'est la bourgeoisie capitaliste qui en décide. Donc toute l'obsession pour la CGT, pour le mouvement syndical dans son ensemble, ça a été de faire passer la qualification du poste à la personne. Que ce ne soit pas le poste qui soit qualifié, mais la personne même. Et les victoires sur ce point sont considérables. Aujourd'hui, le tiers des plus de 18 ans a un salaire lié à sa personne et non pas à son poste de travail, ni à sa performance sur le marché des biens et services privés, commerciaux. 17 millions sur les 50 millions. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait à travers l'invention de la fonction publique. Qu'est-ce qui définit un fonctionnaire?
c'est qu'il est payé pour sa qualification personnelle. Ce n'est pas son poste qui est qualifié, c'est lui. Son salaire, il en est titulaire. Pendant le confinement, quoi qu'ils aient fait, les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire. Un fonctionnaire n'est pas payé à l'acte, précisément. Il n'est pas payé non plus pour la qualification de son poste. Il est payé pour une qualification qui lui appartient en propre. C'est pour cela d'ailleurs que la retraite des fonctionnaires, comme cette qualification ne s'éteint pas avec la fin du service, c'est la poursuite du dernier salaire. Un fonctionnaire est payé jusqu'à sa mort, parce qu'il est titulaire de sa qualification jusqu'à sa mort. Dans la fonction publique d'État, il n'y a même pas de caisse pour la retraite. C'est le Trésor public qui continue à payer les fonctionnaires jusqu'à leur mort. Là, nous sommes dans la configuration absolument contraire de celle que veut nous imposer pas uniquement le gouvernement actuel, parce que c'est des dérives qui sont très lointaines, tout cela, hein. Où c'est la personne qui est titulaire de son salaire. Tu signalais il serait bien plus efficace de diffuser 10 000 euros à tous les chercheurs plutôt que de faire cette foutue ANR, hein, évidemment. D'ailleurs, Rogue ESR, je salue cette institution, fait des propositions tout à fait utiles en ce sens. Enfin, vous les connaissez, je n'y reviens pas. J'appartiens à un syndicat, le SNESUP, qui, dans les années 70, quand j'étais dans la situation de doctorant contractuel, se battait pour que, dès la première année de thèse, on soit fonctionnaire stagiaire. C'est ça la bataille de l'époque. Fonctionnaire stagiaire dès la première année de thèse. C'est ça la condition pour de l'éthique en matière de recherche. C'est que l'on soit titulaire de ces ressources et non pas les quémander à droite à gauche. Tout comité d'éthique qui nous fait de la leçon alors que les chercheurs n'ont pas un salaire lié à leur personne, d'une part, et des financements liés à la tête, au nombre de personnes dans le labo, c'est du blabla, tous ces rapports, le rapport de décembre dernier du comité éthique, je sais plus c'est toi ou c'est toi Victor qui en parlait. C'est faire la morale à des personnes ou inviter à la morale. Alors la morale mesurée par les conneries dont nous parlait NK, hein, bien sûr. Hein. Mais faire la morale à des personnes qui ne sont pas titulaires et de leur salaire et de leurs ressources de recherche, ça n'a pas de sens. Évidemment que si vous devez quémander vos ressources de recherche et vos salaires, indépendamment du fait que 40% du temps sert à chercher des sous, etc., enfin, à plus faire de recherche, bon, etc., tout ce que tu as signalé, qui montre le côté totalement kafkaïen de cet univers dans lequel on nous introduit, et improductif de cet univers. C'est ça sur lequel il faut insister, c'est sur l'improductivité de cette prétendue productivité. Comment voulez-vous inviter à l'éthique des personnes qui en permanence sont dans l'insécurité, aussi bien sur leurs ressources personnelles que sur les ressources de la recherche. Parce que le contributif, ça ne marche pas, justement. Tout l'enjeu pour le mouvement ouvrier, ça a été de poser le salaire comme non contributif, non lié à la mesure de l'activité faite. C'est le cœur de la bataille syndicale depuis un siècle et demi. Ne pas lier les salaires à l'activité. Le statut de la fonction publique tel que Thorez l'élabore
en octobre 46, institue cette qualification personnelle des fonctionnaires. En même temps, le statut de la fonction publique est copié par un autre ministre communiste qui est Marcel Paul pour la production industrielle, pour le statut des électriciens gaziers. Le décret de juin 46, c'est la copie du statut de la fonction publique. D'ailleurs, dans le décret du statut des électriciens gaziers, la retraite, c'est le salaire d'inactivité de service, la prolongation du salaire, le salaire comme attribut de la personne, et non pas lié à un acte quelconque. On aura également extension du statut de la fonction publique à la RATP, à la SNCF, etc. Et puis, dans le régime général, un autre ministre communiste, qui est Ambroise Croizat, comme ministre du Travail et de la Sécurité sociale, va copier le dispositif de la fonction publique pour la retraite. Il va supprimer toute référence aux cotisations dans le calcul de la retraite, dans le régime général. Donc, pour les salariés du privé, la retraite est calculée non pas en fonction des cotisations, mais en fonction d'un salaire de référence qui est continué en fonction d'une durée d'activité validée. Cette extension, donc, du salaire à la qualification personnelle fait qu'aujourd'hui, j'y reviens, 17 des 50 millions de plus de 18 ans ont un salaire à la qualification personnelle. Et évidemment, la mesure, je sais pas, la plus raisonnable, c'est de l'étendre à 100%, bien sûr. Que le salaire devienne un droit politique de la personne à 18 ans, un élément de la citoyenneté qui pose sa responsabilité vis-à-vis de la production de valeur, qu'il exprime. C'est une responsabilité qui s'exprime dans un droit, le droit à la qualification personnelle et au salaire. Et vous voyez comment nous avons là la grille de lecture à l'inverse de toutes les mesures qui sont prises depuis 2009. Regardez combien la qualification est aujourd'hui en cause dans la définition des enseignants-chercheurs. Pour devenir prof, on ne passe plus devant le CNU. Suppression de la qualification de professeur. On peut même alors avoir cette saloperie des professeurs juniors qui font des présidents, des employeurs, alors que le fondement de l'universitaire et du chercheur CNRS, c'est qu'il n'a pas d'employeur précisément, parce qu'il est au-delà de l'emploi. Moi, depuis que j'ai été titularisé, j'ai été contractuel un certain nombre d'années, mais je n'ai jamais eu de contrat de travail. Jamais. Je n'ai jamais eu d'employeur. J'étais nommé par le ministre, prof, etc. Bon, personne n'était en capacité de me licencier. Ne nous habituons pas aux attaques contre ce conquis. Refusons les professeurs juniors, refusons la suppression du CNU pour les profs. C'est de l'irresponsabilité de laisser faire tout cela. Comment voulez-vous faire de la recherche éthique si vous n'êtes pas titulaire de votre salaire? Évidemment que les conflits d'intérêts vont être permanents. Évidemment que vous allez sacrifier à toutes les sottises qu'Enka a rappelées avec des données statistiques multiples et absolument éloquentes qui prouvent que de toute façon ça ne marche pas, cette histoire de contributif. Refuser toute logique de contributivité, aussi bien dans nos ressources personnelles que dans les ressources des laboratoires. Sortir de ces foutues logiques d'excellence. Moi, je suis un peu accablé, à vrai dire, de voir comment, depuis 2009, l'autogestion universitaire a disparu. Moi, j'ai eu la chance de vivre pendant... Enfin, j'ai été contractuel jusqu'à 84, mais de 84 à 2009, ma retraite, je suis dans une situation d'autogestion.
avec un président ou une présidente qui est un primus inter pares, qui change tous les 3 ou 5 ans. Aucune carrière dans la présidence, aucune fonction. Le président n'a aucune autorité sur quoi que ce soit. Et ça marche parfaitement. L'idée qu'il faut des équipes présidentielles. Quand j'ai vu arriver à Nanterre une DRH, je me suis dit, merde, là, il y a un truc qui démarre mal. On s'est toujours passé de DRH, on n'a pas besoin de tous ces gens-là. Il y a une habituation à la soumission qui est terrible. Un des moteurs de l'adhésion à cette dérive de merde, ça a été l'excellence, la méritocratie, enfin tous ces trucs dont on voit très bien, encore une fois, l'intervention de Lenka est absolument fondamentale. On voit très bien que c'est de la merde, ça n'est rien. Bon, j'en ai dit assez, je pense, pour la suite. Merci beaucoup Bernard.